Bonjour à tous, merci d'être venus. Bon, en fait, je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de monde, donc merci, ça fait un peu peur. On vient vous présenter le Property Based Testing. C'est une pratique qu'on aimerait pousser au maximum à la TDF. Pour l'instant, c'est pas forcément mis en place de manière généralisée. Notamment, on va utiliser cette présentation pour pouvoir le diffuser dans nos équipes. Qui a déjà entendu parler du Property Based Testing? Ok, une découverte pour tout le monde. Il y a des gens qui ont eu la présentation en avant-première et qui vont lever la main. Alors, on va commencer rapidement par qui nous sommes. Donc, moi, je suis Joseph Véron, je suis Software Craftsman à la TDF. J'ai un rôle de coach depuis quelques mois chez eux. Et j'étais tech lead depuis un an et demi chez eux, à Total Energy. Et comme vous voyez, j'ai besoin d'un petit peu d'alcool pour tenir le rôle de coach. Donc moi, c'est Sébastien Manucon. Donc, même passion. Ouais, même passion. Un peu plus d'alcool parce qu'un peu plus longtemps, ça va faire un an et demi que je suis à la TDF. Je suis consultant Octo. Donc on va partir sur... je pense que tout le monde connaît le principe d'unit testing. Et tout le monde connaît un certain nombre de limites de tests unitaires. Donc là, sur cet exemple, on peut voir des tiroirs qui ont été très bien unit testés. Et maintenant qu'on en a mis deux dans un angle, eh ben, les tests d'intégration n'ont pas été faits. Et dès qu'on en ouvre un, il se colle dans l'autre. Ça, c'est la limite. Non, vas-y. Ouais. Donc, dans les limites des tests unitaires, qui sont dans les pratiques de dev classiques, c'est très difficile d'être... Enfin, on ne peut pas être exhaustif, donc ça c'est une citation de Dijkstra, pour ceux qui connaissent. L'idée c'est que on peut mettre autant de tests qu'on veut, on ne pourra pas prouver qu'il n'y a pas d'anomalie. On ne va pas prouver qu'il n'y a aucune anomalie, on va juste prouver qu'il y en a quand nos tests plantent. Un autre problème des tests unitaires, tels que les font les devs très souvent, on va se perdre dans les détails d'implémentation ou de setup du test et on ne va pas être clair. Donc on va lire le test, on ne va pas forcément facilement comprendre quel est l'objectif ou quelle est la règle qu'on cherche à vérifier. Et le dernier truc, c'est on développe des logiciels qui sont parfois une taille conséquente et en fait on ne peut pas tester tous les cas. Donc c'est là où on va partir sur des solutions un peu plus intéressantes que de donner que des sites d'exemples. On va commencer à avoir des générateurs. Donc, le Property Based Testing. Oui, donc quand on est sur des tests unitaires, on peut être très fine-grained, enfin, je ne sais pas comment le dire en français, mais on peut couvrir énormément de features. On a le Property Based Testing, sera un peu moins fine-grained, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compléter moins de features très précises, mais par contre, on va pouvoir augmenter le nombre de valeurs qu'on va pouvoir tester. Donc là, on va parler de formalisme. Donc voilà, n'ayez pas peur trop des maths, on va voir un peu de choses. Ok. Donc on va commencer par des définitions. Donc chaque fonctionnalité, chaque feature qu'on va avoir, en fait, va posséder un ensemble de propriétés qui sont, elles, vérifiables. Alors qu'est-ce qu'une propriété? Une propriété peut être représentée par ce qu'on appelle des prédicats. Alors, là, on commence à rentrer dans les mots. Qu'est-ce qu'un prédicat? C'est très simple, c'est une fonction qui va répondre par vrai ou faux. Donc on a une fonction, elle a des entrées, et sa réponse sera vrai ou faux. Un invariant, c'est une fonction qui va renvoyer toujours vrai. Donc là, on va avoir quelque chose qui ne varie pas. Ce qu'on appelle souvent des invariants métiers. Il y a des choses, on va avoir des moments où on va essayer de vérifier nos invariants métiers. Alors avec une toute petite précision, elle pourrait renvoyer faux techniquement. Mais il se trouve que dans notre système, on sait que ça doit toujours renvoyer vrai. Donc on va faire une petite étude de cas, on va prendre l'addition. Donc pour l'addition, on va partir d'un prédicat où on va se dire que A plus B, quand on ajoute deux choses, c'est forcément supérieur à la première chose sur laquelle on a ajouté. Donc A plus B est forcément supérieur à A.
si on écrit un premier test, donc on va prendre A, qui peut être n'importe quel nombre, et on va faire B, qui sera 4 par exemple. Et effectivement, on voit que sur ce prédicat-là, ça nous renvoie vrai. On est plutôt content. Qu'est-ce qui se passe si on met un B négatif, donc B qui est égal à moins 5? Eh bien, on voit qu'on n'a pas un invariant ici, notre propriété ne fonctionne pas sur cet invariant. Donc notre prédicat va nous retourner faux, ce qui est peut-être quelque chose de gênant. Donc on va reprendre ça, et on va dire que pour tout A compris dans un entier, et tout B compris dans un entier positif, pardon, A plus B devrait nous renvoyer, devrait nous rendre quelque chose qui est supérieur à A. Donc on refait un test, très bien, avec B égale à 7, donc là c'est vrai, notre prédicat est vrai. Par contre, B égale 0, on a encore un petit problème. Là on ne peut pas vérifier notre prédicat, notre invariant est faux, donc on n'a pas encore trouvé un invariant métier. Maintenant, si on reprend pour toute valeur de A, donc sur un entier, et toute valeur de B strictement positif, A plus B devrait être supérieur à A. Et là, effectivement, bah, ça devient vrai. Donc là, on a trouvé notre invariant métier, c'est-à-dire que quand on a un B strictement positif, A plus B sera forcément supérieur à A. Faites-nous confiance, on a vérifié. On va vous présenter donc le property-based testing sur un kata qui est très connu, qui est le calcul du score de bowling. Tout le monde a déjà joué au bowling? On connaît à peu près le jeu? Ok. Je veux bien lever de main pour ceux qui ont fait du bowling. Donc on a des joueurs. Donc, normalement, ça ne devrait pas être inconnu pour tout le monde. Donc, le joueur a 2 lancers par tour, et il y a 10 quilles. Donc son but, c'est de faire tomber les 10 quilles sur ses lancers. Le score d'un tour sera le nombre total de quilles renversées. D'accord? Si j'en fais tomber 8 sur mon tour, j'aurai 8 points. Le spare, ça va être un cas particulier. C'est-à-dire que si, sur mon deuxième lancer, j'ai fait tomber toutes les quilles, c'est-à-dire que le prochain lancer que j'aurai va compter 2. Le strike, ce qu'on veut généralement, c'est que si sur mon premier lancer j'ai fait tomber toutes les quilles, alors mes 2 prochains lancers vont compter 2. Donc on voit que quand on fait tomber toutes les quilles sur un premier lancer, on va avoir quelque chose qui va augmenter, qui sera assez intéressant. On s'est fait un petit ubiquitous language, on s'est dit que ce qu'on va développer, c'est pour l'international. On ouvre nos portes. Et on a fait une petite traduction. Donc les keys, c'est des pins. Les lancers, c'est des try. Désolé pour l'accent, je suis pas. Un spare, c'est un spare. Un strike, c'est un strike. Un tour, on va l'appeler une frame. Un tour normal, on s'est mis d'accord avec le PO, qui n'est pas là. On a dit que c'est une regular frame. Et faire tomber des keys, c'est knockdown. Est-ce que vous êtes prêts pour la démo? Donc oui. Donc moi je viens de développer la feature, je suis super content de moi, je l'ai fait en TDD en plus. Donc là je suis chaud, je me sens bien. Et je vais ouvrir ma PR. Hein. Et Joseph, je veux bien que tu la regardes parce que moi je suis sûr. Bah franchement, j'ai fait un truc tip top. Toi-même t'as jamais codé comme ça. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Voyons ça. Alors j'ai récupéré ton code, un petit git clone, tout le monde connaît. Alors voyons. J'ai un test. Premier test, voyons. Lorsque je fais tomber une quille puis 5, c'est ça? C'est ça. Donc je fais tomber une quille puis 5 quilles. Le résultat devrait être 6. Bah, j'ai pas fait tomber toutes les quilles, on a dit que ça s'additionne. Ok, ouais, nous ça me va. Donc 3 quilles puis 5 quilles, ça donne 8 points, tout simplement. Ouais, pas de spare, pas de strike. Non, je me suis dit, ouais, je vais essayer quand même avec des nouvelles valeurs quand même. Ok. Et là, on a 5 quilles puis 5 quilles. Donc ça fait 10. C'est un spare. C'est un spare. Donc le prochain compte double. Donc ça fait 10 points, plus 3 x 2, 6, 16, plus 5, 21. Ok. Bon, score 25. Très bien. Donc on a testé le cas d'un spare. Ouais. Je triche pas.
Et ensuite, 10, donc on a fait un strike du premier coup. Et donc les deux comptent double, donc ça fait 5 et 3, 8 x 2, 16, plus les 10 du premier coup, 26. Ok. Oui, bon, ça me paraît correct comme test déjà. En plus, moi je suis TD, mais je ne déprends pas parce que j'ai pas le temps. Alors, on va relancer les tests. Forcément, c'est pas ce que je voulais. Hop, je regarde les tests. Bah, t'as déjà lu mon code? Ok, bon, tous les tests passent. Ah, je t'avais dit. Non, mais c'est pas mal. Bah, du coup, figure-toi qu'il y a quelqu'un qui vient de présenter le property-based testing. Ah bon? Et qu'est-ce que ça te dit d'appliquer ça ici, là? Oh, vas-y, vas-y. En tant que coach. Bah, vas-y, de toute façon, moi je suis sûr de mon code. Enfin, Ok, très bien. moi je suis un boss. Alors, quel serait un invariant du boolean? Un invariant du boolean, un truc facile à implémenter en plus, parce que... alors, je crois qu'au boolean, du coup, quand on fait pas de pair, pas de strike, Ouais. il n'y a pas de doublon, on compte rien en triple ou en double. Donc du coup, la somme de toutes les quilles tombées, ça correspond au score. Ouais. On Moi, teste c'est sûr. ça? En plus, j'ai fait 2 tests sur ça. Moi, je peux te dire. Alors, comment on va modéliser un frame, un tour? On n'a pas fait de strike. Ouais. Donc du coup, au premier coup, on fait tomber 0 à 9 quilles. Ouais. Et au deuxième lancer, on fait tomber 0 à 9 quilles moins le nombre de quilles tombées au premier tour. Ouais, moi, ouais, c'est à peu près ça. Donc ça, si on n'a que des regular frames en théorie, ça veut dire qu'on peut dire que la somme de tout mon nombre de coups, donc là j'ai given une liste de regular frames. Ouais. Alors, pour info, ça vient de Hypothesis, notre framework de test property-based testing, pour ceux qui veulent nous imiter, ou nous suivre, ou nous corriger à la volée. Du coup, si je fais la somme de tous ces coups, normalement ça devrait être le même résultat que ta méthode. Normalement. Moi, je suis sûr. Hein. Eh ben on lance. Un. C'est ton framework qui marche pas. C'est ton framework. Enfin, C'est mon framework qui marche pas? Bah, Alors, mon framework, il dit qu'on a répondu 100 alors qu'ils attendaient à avoir 7. bah, il devrait y avoir 100. Hein. Il doit y avoir 100? Ok, alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de détails. Du coup, on va utiliser une des features pratiques d'Hypothesis qui est de nous donner plus d'informations quand on ne sait pas de quoi ça s'agit. Alors, view, on va lancer le terminal pour avoir accès à plus de fonctionnalités. On voit que j'ai déjà fait des tests. Tu triches. Donc, je vais lancer avec PyTest, l'outil de test que j'avais déjà lancé, sur le regular frame property-based testing, et en lançant Hypothesis en mode verbose. Alors, on a plus de texte tout à l'heure. Il nous dit qu'il a appliqué 24 shrinks. C'est quoi un shrink, ça? Bah, c'est toi qui... moi qui- C'est ton outil. C'est mon outil. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a testé notre application avec, là notamment, la suite de lancer 0 qui tombait, 0 qui tombait, 0 qui tombait, puis 7 qui tombait. Et ça a renvoyé 100. Moi, j'ai renvoyé 100. Toi, tu as renvoyé ton code. Pas Oui. toi. Oui. Bon, ça me semble bizarre, ton truc. Alors, ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est qu'on peut voir qu'une fois qu'il a trouvé ce cas-là, il a essayé de nous réduire le cas pour essayer de trouver le cas minimal qui pourrait reproduire le problème. Alors ici, par exemple, il a tenté une liste vide. Il a tenté 2 fois, ça je ne sais pas pourquoi. Mais il a tenté de lancer 2 fois 0, de lancer 0 et 7, mais manifestement ça marchait. Il a essayé de lancer 1 puis 0, 0 puis 1, 0, 0. Donc il a fait tout un tas d'essais et tout un tas d'heuristiques pour essayer de trouver un autre cas plus simple que le 0, 0, 0, 7. En fait, je
je suis Joseph. En fait, il l'a fait parce qu'en fait, il a trouvé une erreur. Et à un moment, il y a un truc qui est arrivé qui lui a dit il y a une erreur. Et en fait, à partir de là, il ne va pas envoyer l'erreur automatiquement. Il va dire oula, j'ai trouvé un truc. Comment est-ce que je fais pour trouver une erreur plus simple que ce que j'ai trouvé? C'est-à-dire ça, c'est pas la liste des tests qu'il a fait. C'est ah, j'ai une erreur. Comment est-ce que je réduis? J'ai oublié le terme. Mais Je comment réduis pour que ce soit plus simple. Et là, on voit 0,07, ça c'est ça. Dans notre cas, il n'a pas réussi à shrinker. Bon là, je pense qu'il faut quand même aller voir ton code là. Bon, de toute façon, dans mon code, il est bon, je suis sûr. Alors, calculer le bowling score. On a un certain nombre de lancers, de tries. S'il y a 0 tries, comme c'est 0. Okay, par défaut, on a renvoyé 0 points. Il m'a l'air bizarre ce code. C'est quoi ça? T'es sûr que t'as tout commité? Je suis sûr que c'est pas moi qui ai écrit ça. Un électron qui est passé par là, qui a modifié un byte, on la connaît. Bon, à mon avis, c'est effectivement ce code-là qui pose problème. Là, quand les lancers 3 et 4 font une somme de 7 qui tombés, on retourne 100. Il y a un cœur. Il y a un cœur. Bon, on va le tenter en l'enlevant. De toute façon, t'as comité, on peut revenir en arrière. Oui, je crois. Je sais plus si elle est clonée. Alors, on enlève ça et on relance. Pourtant, ça passait mes tests. Hein. Oui, mais pas le property-based system. D'ailleurs, ça mériterait qu'on relance les tests aussi. Alors, on va dire les tests unitaires. Ceux-là, on ne les a pas cassés. D'accord. Il y a intérêt. Et les regular frames maintenant? Maintenant, ils passent. Ouais, bah, c'était pour ça le problème. Ouais, enfin, il y a un truc. Moi, je suis sûr que j'ai pas un comité ça. Bon, je vais pas garder GitBlade devant tout le monde. Ouais. Oui. Alors, bon, bah, du coup, c'était pas mal ça. On a trouvé quand même un problème. Ouais, mais là, maintenant, ça marche. Enfin, c'est sûr. Mes tests unitaires, ils marchent. Là, enfin, ça peut arriver, quoi. Enfin, on continue avec le strike? Bah, vas-y, de toute façon, là, ouais. Bon, alors, si on a que des strikes. Ouais. Quelqu'un a une idée de c'est quoi l'invariant si on a que des strikes? Soyez pas timide. En gros, tous les coups sont lancés en triple, sont comptés triple, sauf le premier, puisque c'est le tout premier, et le deuxième qui est compté en double. Donc on va mettre ça. Donc faire des strikes, c'est lancer des 10. Ok. C'était plutôt simple à C'était dur. implémenter. Et définir quand on a que des strikes, bah, du coup c'est la somme de toutes les quilles tombées, plus toutes les quilles sauf la première, plus toutes les quilles sauf les deux premières. Le nombre de quilles tombées. Alors pendant qu'on y est, on a aussi fait qu'est-ce qui se passe quand on a un strike et une frame derrière qui n'est pas un strike. Enfin, une frame d'abord, un regular frame. Une liste de regular frame, puis un strike, puis un regular frame qui n'est ni un spare ni un strike. Donc les deux derniers sont contrôlés. On lance ça. Voilà, ça marche. Quoi? Alors, ils étaient bien tes tests, hein? Ils étaient couvrants. Il y a un truc. C'est au framework, ça. Alors, voyons le code. Bon, il n'y a rien de flagrant. On n'a peut-être pas vu... Non, je vois rien de flagrant. Ok. Du coup, on va refaire la même opération que tout à l'heure. On va regarder les cas qui rentrent en erreur. C'est facile de critiquer mon code. Alors, on va lancer le test de strike avec la verbosité. Alors, il y a le cas, quand on lance que des strikes, il nous a renvoyé 50 ouais. Au lieu de 60. Ouais, 10 points. Et dans l'autre cas, il nous a envoyé 11 au lieu de 11 plus 1. Donc 12. Enfin, un point, c'est vrai qu'un point ça. On chipote. Ça,
Je pense qu'il y a des professionnels du bowling dans la salle. Non, mais c'est pareil, si vous perdez 10 points, enfin, soyez bon joueur aussi. Faites pas de strike, quoi. Alors, qu'est-ce qui pourrait générer ça? Ah. Donc là, on a que des strikes, on va prendre le cas que des strikes. Donc si j'ai 3 strikes, on rentre dans ce cas-là où bah, du coup le premier lancé est un 10. Avec des magic numbers. Avec des magic numbers. On a bien compté la somme de tous les du lancer en cours plus les 2 suivants. Et ensuite, on lance la somme de ce qu'il y a juste après notre strike pour calculer la suite des lancers s'il y avait d'autres regular frames. Ah, c'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe s'il y a 2 strikes? On peut en faire 2? Oui. Ah merde. Ah, effectivement, c'est ça. Ah, elle était pas claire, la doc. Pour le rendre récursif. Ok. Alors, si on sera récursif, je vais juste lancer les tests. On a fait passer un. Ça d'ailleurs. Ouais, c'est un petit truc en fait. Et là, on est toujours sur le cas de 11 et 12. Ce serait pas le même problème. On n'a pas oublié la récursivité partout. Peut-être. On tente? Ouais. Alors on lance le test de strike. Je vais lancer un debug. Encore mieux. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. On relance vos anciens tests pour vérifier quand même. Parce que tes tests, ils étaient déjà, ils nous rassureront, puisque ceux-là, on les a bien réfléchis. Pourtant, mes tests, ils marchaient. Moi, je comprends pas. Enfin... Donc, tous les anciens tests passent. Les tests de regular frame passent. Et les tests de strike passent. Ouais. On termine avec l'espère. Ouais. Du coup, pour l'espère, bon, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. On vous a montré un petit peu le principe, la façon de définir en fait des cas classiques. C'est toujours avec cette annotation composite qui fait un décorateur. On l'utilise pour définir nos invariants. Donc là, bah, par exemple, c'est si on fait que des spares, bon, bah, en fait, tous les 2 coups vont compter double, puisqu'en fait, on a 2 coups, le suivant compte double, 2 coups, le suivant compte double. Donc à chaque fois, en fait, un coup sur 2 va compter double. Donc là, c'est la façon de dire en Python, un coup sur 2, c'est le petit 2 à la fin ici. De la même manière, on va tenter, bon, voilà, un spare, enfin une liste de regular frame, puis un spare, puis un frame, puisque ça on sait le calculer relativement rapidement. On va lancer ça. Donc là, on va lancer l'intégralité des tests. Donc l'intégralité des tests qui sont dans ce dossier. Et donc là, on a l'intégralité des tests qui passent. Donc, manifestement, on avait un bug dans notre code, et en plus, on avait oublié la récursion. Mais en dehors de ça, ça marche. Comme si on avait rétro-ingénieré des bugs, dis donc. Donc voilà, on vous a présenté le property based setting, on va dire simplifié, avec le cas du bowling. Tiens, j'ai une question, parce que là on a fait quelques propriétés. Est-ce que vous en voyez d'autres des propriétés? On ne les a pas toutes faites. On est développeurs, on est fainéants. Est-ce que vous... Yes. Le score maximum de la partie. Ouais, effectivement, on pourrait faire ça. Pareil, dans la même lancée, par exemple, bah, si je fais tomber 11 quilles, on pourrait tester les cas limites. Je veux dire, tu fais tomber les quilles d'une autre ligne. Ouais. Par exemple. Donc ça, c'est les cas d'erreur. On pourrait s'amuser à Je pense étirer. que dans le fait des testing, il parle des cas d'erreur. D'accord.
Bon, enfin, pas elle. Mais voilà. Il nous reste combien de temps? Mais du coup, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions en particulier sur Proper Device Testing ou sur la façon dont on a de définir certaines choses. En termes d'invariants, notamment, il y a le cas où on fait que des zéros. Ça, c'est facile à calculer. Et pour ça, je rajoute, en fait, le plus complexe, c'est de trouver ces invariants-là, en fait. Mais on a des invariants partout dans notre métier, et c'est ce qui est assez intéressant, et je ne sais pas si vous voyez, alors, en réalité, on a cherché à faire des... C'était même plus dur. Mais en fait, ça nous permet de découvrir un peu plus notre métier. C'est-à-dire que le boolean, on l'a expliqué assez rapidement, mais grâce à ces tests-là, on a creusé un peu plus fonctionnellement, en fait, ce que c'est que le calcul d'un score de boolean. Et c'est ça qui devient intéressant. Et dans tous les domaines sur lesquels on va travailler, on va avoir des invariants. S'il y a besoin, on pourra en discuter même après, parler d'autres sujets et trouver des invariants. C'est vraiment cette partie un peu cruciale qui est des fois un peu plus complexe, mais on finit par trouver des invariants. Je rajoute aussi, c'est pas en remplacement des tests unitaires. C'était pas de dire que les tests unitaires ne sont pas utiles, ils sont très utiles, mais c'est un outil en plus. Est-ce qu'il faut l'utiliser? Je peux pas dire oui, je peux pas dire non, mais c'est un outil supplémentaire. Et c'est toujours intéressant d'avoir un sac d'outils qui permet de se dire, écoute, moi ça m'intéresse de pouvoir utiliser ça parce que là je trouve que c'est intéressant, j'ai pas mal d'invariants, j'ai envie de les tester. Généralement quand on fait les tests unitaires, on prend des valeurs un peu aléatoires, comme je l'ai fait un peu au début, et là ça nous permet de dire, on va découvrir des choses et ces choses-là sont intéressantes. Et on peut vite se faire avoir en faisant un code comme ça, on peut très vite être, tiens, j'ai fait mes tests unitaires, ça passe, et on va peut-être oublier des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il nous reste 5 minutes, sinon je peux doubler. Un petit peu de breakdowns. Non, pas de question. Yes. Dans un cas un peu réel, du coup... Parce qu'il était fou. Non. Côté projet. Du coup... merci. Oh là là. Du coup, pour un cas un peu réel, pour synchroniser, la question, est-ce que vous allez synchroniser avec les PO et les QA pour avoir plus de détails sur fonctionnalité, ou c'est un travail de collaboration juste entre les devs? C'est toujours un travail de collaboration avec tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, comprendre ces invariants métiers, ça va pas être seulement moi dans mon code, ou c'est pas technique en fait. Tous les tests qu'on a fait là ne sont absolument pas techniques. Ils parlent vraiment du métier, ils parlent vraiment du besoin. Et se poser la question, et c'est peut-être un truc qu'on n'a pas dit qui peut être intéressant, mais quand on a un test de property based testing qui ne passe pas, et c'est ce qu'on a montré un peu au début, il y a deux choses. Soit c'est que mon test n'est pas bon, et ça peut arriver, parce qu'on essaie de vérifier un invariant qui n'est pas un invariant. Soit c'est qu'effectivement il y a peut-être un quirk dans mon code, et qui dit que j'ai peut-être oublié quelque chose. Et donc, effectivement, on peut essayer de le travailler, mais ça va être de le travailler, effectivement, de le valider peut-être avec son PO, de le valider avec la QA, et c'est toujours un travail très collaboratif. On développe quelque chose, on a besoin de s'assurer d'être fiable, la fiabilité, ça je sais que Melinda c'est son mot, d'être fiable sur ce qu'on veut faire. Et effectivement, on aura pu se dire, je peux faire tomber mon ski si j'en ai 10, le métier ça aurait été bizarre, mais il aurait très bien pu me dire, mais non, mais ça c'est pas dans notre périmètre. Donc c'est toujours un travail à faire ensemble. Juste pour dire la même chose, paraphraser, c'est bien l'expert métier qui connaît les invariants de son métier. Donc sans lui, on ne saurait même pas c'est quoi les règles du boolean en fait. Pour information, là on s'est pas mal concentré sur montrer ce que pouvait faire le framework. Il y a tout un tas de détails sur le nommage des tests pour le rendre plus explicite, qui sont à jouer également. C'est-à-dire que chez les crafts, on va essayer normalement de faire en sorte que les tests racontent les specs et ce genre de choses. Donc, il y a des tas de choses à faire en plus sur ce code. Il est clairement loin d'être terminé. Et je me demandais s'il y avait possibilité de générer les invariants à partir d'une documentation, par exemple. Alors, totalement. D'ailleurs, je pense qu'il y aura une petite mention dans le Fluidity Testing tout à l'heure. Mais dans l'idée, oui, il y
il y a souvent des, comment dire, des règles qu'on a respectées parce que ce sont des standards de l'industrie, tout ça, qui nous donnent des nomenclatures, des normes. Et en fait, ces normes, elles nous disent c'est un invariant, on doit respecter ça. Donc rien que cette documentation-là, elle nous donne des invariants. Après, il y a le métier lui-même qui dit, bon, de toute façon, à chaque fois qu'on reçoit une complainte utilisateur, il y a déclenchement d'un mail à quelqu'un. Bon, c'est pas la documentation, c'est la spec. La spec est une documentation. Donc oui, on peut... Si la documentation est écrite et qu'elle contient l'expertise métier ou les contraintes techniques, ce sont souvent des invariants. Dernière phrase, je suis désolé, parce que je viens de penser, on a eu un truc aussi hier avec Joseph, mais c'est un truc à savoir. C'est pas parce que le test est passé que la prochaine fois il ne passera pas. Il passera aussi. En fait, quand ça se lance, le Property Assessing, il dit j'ai rien trouvé aujourd'hui, mais attention, demain peut-être je trouverai. Et en fait, il nous donne un seed, et en fait, on pourra le rejouer, ce test-là. On pourra lui dire, écoute, relance-moi avec ce seed-là, et je suis capable de le exécuter. Donc en fait, il lance des nombres aléatoires, il lance une centaine, un truc comme ça, et il dit, bon sur les 100 que j'ai lancés aujourd'hui, j'ai rien trouvé. Mais attention, peut-être la prochaine fois je trouverai quelque chose. Le seed, c'est ce qui permet de... Le seed, c'est ce qui permet d'initialiser les séquences aléatoires de nombres dans une suite de tests. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un rex de ce que nous avons mis en place à la TDF, donc plus précisément comment automatiser avec un minimum d'effort. Et là, tout de suite, je sais que vous allez me dire, automatiser avec un minimum d'effort, j'aimerais bien voir ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner un petit peu de contexte sur du coup la Total Energy Digital Factory. Pourquoi on a voulu adopter cette stratégie d'automatisation donc au sein de la TDF. Donc TDF, comme vous le savez, qui veut dire Total Energy Digital Factory. Je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est une Digital Factory, à peu près. Donc on a pour vision, enfin même objectif, de digitaliser à la chaîne un maximum de produits digitaux. Donc on est censé être capable de pouvoir déjà sourcer un produit, pouvoir le transférer donc aux équipes qui vont reprendre justement ce produit, parce qu'à la Total Energy, on ne garde pas les produits sont directement transférés donc aux équipes propreneuses, donc au métier, et de ça en fait on produit sur un très court terme. Donc autant vous dire que l'ambition donc de la Digital Factory est de pouvoir donc accélérer la digitalisation de tous nos métiers. Et les métiers chez Total Energy se regroupent en 4 branches. Vous aurez donc la branche EP qui est exploitation-production. Donc c'est une branche où on va justement chercher le pétrole. La deuxième branche qui est la branche RC, qui est le raffinement chimique. Là on va transformer justement ce pétrole en carburant. Et vous aurez donc la branche MS qui est Marketing Services, où là on va distribuer justement ce carburant. Enfin, du moins ce carburant, donc comme vous avez pu le voir dans des stations essence ou les fournisseurs d'énergie, d'électricité et de gaz. Et vous aurez donc à la fin donc la filiale GRP, où là c'est une filiale qui est spécialement dédiée donc au gaz et aux énergies renouvelables. J'avais pas vu qu'il y avait avec le caméraman. Donc voilà, nous on produit, avant de passer à ça, donc on produit vraiment nos produits pour ces métiers-là. Donc autant vous dire qu'à la TDF, on a environ à peu près 30 squads. Donc autant vous dire que assurer la qualité sur 30 squads avec 100 QA engineers, c'est un petit peu compliqué, voire quasiment impossible. C'est pour ça qu'on a adopté une façon de travailler où ce sont les squads qui assurent cette assurance qualité, et nous les accompagnons justement à maintenir ce niveau de qualité par diverses façons de faire que je vais vous présenter justement tout de suite. 3 à 6 mois et donc sont délivrés très rapidement, et on a un besoin assez exigeant. Donc pour assurer cette qualité, donc, on les accompagne sur des méthodologies comme donc, les Tres Amigos. Je pense que tout le monde connaît à peu près qu'est-ce que c'est les Tres Amigos, où là justement on met cette cérémonie pour que
on puisse comprendre déjà dans un premier temps le besoin. Car sans besoin, on ne fait strictement rien. Le besoin est essentiel. Pour commencer à développer, il faut que le besoin soit clair par l'ensemble justement des parties prenantes. Et c'est là où on va se réunir autour du tag grâce donc aux Tres Amigos et la méthodologie BDD pour justement discuter, essayer vraiment de discuter autour du produit, comprendre les invariants qui peuvent exister pour qu'on puisse au final en sortir justement une spécification claire, compréhensible par tous et prêt à être développée. Donc, on utilise bien évidemment le langage Gherkin, qui va être un langage qui est un langage human readable, qui a pour, je pense que tout le monde connaît le Gherkin, hein, donc les keywords qui permettent justement une compréhension par n'importe quelle personne. Donc à partir du moment qu'on a un besoin clair, exécutable, on part du principe qu'on peut commencer à le rédiger, et dès qu'on le rédige, on a une spécification SMART, donc une spécification exécutable, qui sera prête justement à être automatisée. Donc bien évidemment, tout cela se fait de manière commune, donc avec le PO, le développeur, le Q-Engineer, et à la TDF, on a aussi l'UX, qui fait partie de cette cérémonie. Donc déjà, on a minimisé l'effort des tests. En quoi? Enfin, donc, de rédaction de scénario, en quoi? Grâce à un plugin Qtest, qui est un plugin qu'on a implémenté à Jira, je pense que tout le monde aussi connaît Jira. Donc à partir du moment qu'on a déjà un besoin Smart, on peut directement l'intégrer au plugin Qtest, comme vous pouvez le voir. Et là, on aura justement un scénario de test qui va être implémenté directement dans le framework d'automatisation que vous allez bien évidemment voir dans quelques instants. Donc, on a une spécification comprise par l'ensemble des parties, écrite, rédigée, prête à être automatisée. Donc là déjà, on a réduit de beaucoup l'effort déjà de rédaction qui est assez conséquente dans le sens où à partir du moment que tout le monde comprend le besoin, et ben du coup on peut avancer sereinement sur la partie automatisation. À la TDF, on a mis en place aussi des templates d'automatisation qui sont basés sur 2 templates, Playwright et Selenium, et basés aussi sur 2 langages, Python et TypeScript. Pourquoi ces 2 langages? Parce que 30 squads à la TDF, autant vous dire que si les squads prennent des langages qu'ils maîtrisent plus ou moins, la maintenabilité reste d'être très conséquente. Donc on a pris ces 2 langages parce que c'est des langages qui sont déjà faciles de prise en main. Python et TypeScript sont très faciles à monter en compétences et la majorité des personnes connaissent quand même ces langages-là. Ce framework-là, justement, il va permettre de couvrir les tests comme unit test, API test, data test, intégration, acceptance test et notre objectif de cette année 2023 est la performance et l'accessibilité. Donc on a un besoin qui est implémenté justement dans ce framework d'automatisation. Donc déjà, on réduit la rédaction de la rédaction de tests. Donc on a des spécifications comprises human readable, donc intégrées directement dans le framework et qui est justement testé, drivé par le développement. Partout. Le plus gros. Là, c'est là où on va essayer de minimiser la complexité d'automatisation parce que c'est tout là le problème. C'est vrai que automatiser, rédiger des besoins, c'est pas énormément fastidieux, mais la maintenabilité justement de l'automatisation du code est assez conséquente. C'est pour ça qu'on a mis aussi en place des méthodologies dans le framework d'automatisation où on a justement voulu avoir un ordonnancement clair qui puisse être compréhensible par tous et qui puisse être aussi réutilisable parce que tout ce qu'on fait, que ce soit du besoin qui est déjà implémenté dans Qtest et dans le framework, peut être utilisé par n'importe quel squad. Elle peut justement se référer au template qu'une squad X a fait. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis une partie, donc vous avez la partie feature qui va regrouper l'ensemble des spécifications exécutables et qui pourra être justement visible par n'importe quelle personne, que ce soit un PO, une personne qui est non-tech, elle pourra voir qu'est-ce qui a été automatisé, qu'est-ce qui a été couvert en termes de tests.
On a mis donc du coup en place aussi donc la partie step definition, où là on va retrouver dans la partie 2 donc tout ce qui sera donc de l'ordre de l'implémentation. Donc on va retrouver justement les scénarios working où on pourra implémenter les step definition. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas le code en dur, on utilise justement une méthodologie qui permet de maintenir justement le code, qui est le POM, donc le Page Object Model, je pense que tout le monde connaît. Et ça, en fait, on a à cœur de le maintenir à une certaine rigueur parce que beaucoup de squads, on a pour objectif d'accompagner beaucoup de squads et il faut que justement le code puisse être réutilisable parce que le front à la TDF bouge beaucoup. Et si on a quelque chose qui bouge, au lieu de modifier dans le dur, on va uniquement modifier les méthodes et la maintenabilité sera beaucoup plus facile. Donc voilà comment s'organise justement le template d'automatisation. Donc la partie feature, partie class definition. Vous avez donc le page object model avec les classes et l'ensemble du template d'automatisation. Enfin, donc on a aussi donc l'architecture. Donc je vais faire un petit peu un global de l'architecture de ce framework où vous allez retrouver donc la partie donc conf, feature, report, step, test, ressources, donc les répertoires de configuration, de feature, de report et de step. Là vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est les reports de test? Qu'est-ce qu'on fait avec cette partie-là? Eh bien ça va être aussi simple, mais je vous l'expliquerai à la fin bien évidemment. La maintenabilité, qui est un terme assez important à la TDF, comment on gère justement tous ces frameworks? Vous allez me dire 30 squads, 30 frameworks, ils ne sont pas tous sous QA, mais on a cœur justement à ce que tout le monde puisse intégrer. Et bien du coup on utilise Docker. Il faut savoir que Docker nous permet justement de pouvoir maintenir les templates, enfin les frameworks d'automatisation. Donc on a une squad, dès lors qu'une squad commence la partie assurance qualité, et bien du coup elle va créer son template et son repo sera justement créé, enfin stocké dans l'image Docker. C'est-à-dire que dès lors qu'on aura une modification, on aura uniquement à tester, enfin à modifier l'image Docker et toutes les modifications se répercuteront sur l'ensemble des repos. Et ça nous aide énormément et ça réduit justement cet effort d'automatisation parce que bien évidemment les squads maintiennent le repo, mais il y a quand même des mises à jour de version, des mises à jour de dependencies qui sont faites assez régulièrement et il faut que justement tout soit optimisé le plus efficacement possible. La partie centralisation. On a un besoin, on l'automatise. Maintenant, comment on peut avoir de la visibilité sur ce que l'on fait? Du moins les PO, parce que les PO n'ont pas tous accès justement à GitHub. Et bien du coup, pour donner de la visibilité justement à ce que justement les squads font, on a mis en place un report Allure qui permet en fait de pouvoir avoir l'exécution des tests en temps réel. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc du coup une partie où vous allez voir donc le pourcentage d'exécution sur le nombre de tests qui ont été faits. Et on a mis en place donc toute une partie qui sera donc test suite pour vérifier quel type de test a été couvert ou a été bien exécuté. Tout ça est bien évidemment synchronisé avec la CI, donc en fonction justement des déploiements de la squad. Et on a mis enfin donc, le test execution report portal qui est en fait une static web app qui permet justement aux PO d'avoir accès à l'ensemble des projets, donc des frameworks des squads, parce que comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas accès à GitHub, à la TDF, et il faut justement qu'ils aient de la visibilité sur ce que les squads font, sur ce qui a été testé, qu'est-ce qui a été couvert lorsqu'il y a un déploiement. Donc dans le report portal, vous allez retrouver le nom de la branche, le nom donc, du produit, le type de test qui a été couvert, le nombre de tests, les résultats, le langage utilisé par la squad, le framework, donc sur quel template il est basé, et le lien du repository. Donc tout ça, ça permet aussi à la squad d'avoir une valeur ajoutée à ce qu'ils font, se dire ok, on a mis en place les tests, on est confiant, vous pouvez regarder le statut des tests qui a été fait en cours.
Donc c'est vraiment un travail très commun qu'on fait avec les squads. C'est pas facile parce que du coup ça demande quand même une certaine prise en main. Mais une fois que nous on met en place vraiment tout cet écosystème pour que ce soit vraiment easy en termes de prise en main. C'est comme des starter kits, comme on pourrait dire, pour que justement les squads n'aient pas de difficulté à monter en compétence sur cette partie-là. Mais on les accompagne bien évidemment autant que possible. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? On va te donner un micro dédié. Je garde le mien. En fait, quand vous avez automatisé, vous êtes, j'imagine, à un pourcentage de couverture. Pour l'automatisation, pas à 100%, j'imagine à 80 ou 70%. Et derrière, si vous n'avez pas écrit les tests case, comment vous pouvez savoir les tests manuels à exécuter après? Comme tu veux. Alors, le rapport Allure aujourd'hui ne fait pas office de test coverage. C'est un de nos chantiers de cette année 2023. C'est juste un rapport qui permet déjà d'avoir une visibilité sur le nombre des tests qui sont déjà présents dans le framework d'automatisation. Donc comme tu as pu le voir dans la partie feature, tous les scénarios exécutables qui sont dans ce dossier-là sont des scénarios qui sont déjà implémentés. Et dans le rapport Allure, enfin implémentés ou non, dans le rapport Allure, tu auras la possibilité de voir quel scénario a été exécuté, quel scénario n'est pas implémenté. Donc on a une partie not implemented ou broken, failed, and so on. Donc, dis-moi. Voilà. Non, vas-y, c'est tout. Ok. Qtest, c'est super, c'est un outil super puissant. Moi, je ne l'utilise pas pour le test management, mais plus pour ses plugins et ses intégrations, et c'est là où ils sont géniaux. Justement, par rapport à l'éditeur Gherkin, Real-Time Synchronization, donc tout ce qui est écrit sur Jira arrive directement dans les repos des tests Automation Framework. Et du coup, ça s'exécute directement une fois qu'ils sont dans le repo. Ce qui fait que les gars, ils sont avec leur PO. Alors, given, je suis machin truc, le truc, une fois qu'il est poussé, save, il s'exécute et il passe en statut not automated. On n'a pas aujourd'hui le test coverage parce que c'était pas le premier chantier. On a la possibilité de le faire. Il y a un deuxième plugin Qtest, Qtest Management, qui permet de remonter cette information. Parce que du coup, comme on a déjà le lien entre la user story et les tests, il y a juste à sortir l'indicateur qui dit le nombre de... Voilà. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore mis en place, ça va arriver, voilà. Mais c'est un des indicateurs qui vont apparaître après sur ce report portal. C'est le première version. Et l'idée, c'est un peu de rajouter un peu tous les indicateurs qui permettent de suivre, que ce soit sur la qualité fonctionnelle, sur la qualité de code, et avoir une espèce de scorecard. Tu vois, sur telle équipe, ils ont tel scorecard, parce qu'ils ont réussi sur ça, ou ça n'a pas été traité. Et puis pouvoir leur permettre d'aiguiller leurs décisions. Voilà, 100%. Est-ce que ça répond à tes questions? T'es sûr, hein, tu peux dire. On part par le principe que tout ce qu'on a écrit dans la spécification sera automatisable. C'est pas ça. C'est juste pour la petite réponse. Moi, je crois que Allure est lié directement au code. Tout ce qui est automatisé, en fait, on peut rajouter des annotations, la criticité des tests et tout. Donc, il va afficher, c'est pas la couverture en elle-même, mais il va afficher les pourcentages, même le temps d'exécution. Il a l'habitude d'être exécuté en 13 secondes. Il peut prendre, à cause d'indisponibilité d'environnement ou quelque chose d'autre. Et tu peux remarquer ça dans, moi j'appelle pas un rapport, c'est un dashboard. Donc Allure, il est bien connecté avec tout ce qui est automatisable. Mais en fait, pour avoir une couverture ou un truc comme ça, moi je vois c'est plutôt Squash, un outil de management. Donc là, même si les tests ne sont pas automatisés, donc s'ils sont dans la liste des scénarios, en fait, même si ce n'est pas automatisable, il va dans la partie monitoring t'afficher la couverture de tests tout en séparant les tests automatisés des tests non automatisés.
Donc Allure, c'est pas l'outil qui va nous donner la couverture réelle des tests. Et juste voir le statut de tes tests instantanés, voilà, l'instant T. Ça, ça permet aussi, ça rassure, c'est un moyen aussi de rassurer les PO ça leur donne la possibilité de jeter un œil, de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est testé, qu'est-ce qui est fail, et essayer d'apporter les solutions le plus rapidement avec la squad s'il y a un déploiement qui se fait. Mais pour le moment, ce n'est pas un moyen de couverture des tests. Et comme il l'a dit, Allure, on peut faire énormément de choses sans outil open source. On peut le configurer avec... je vous dis pas, on n'a même pas encore tout exploré, donc voilà. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on voit un peu l'historique. On peut faire des catégories, on peut faire des suites de tests, des sous-suites de tests. Du coup, voilà, ça permet de faciliter la lisibilité et de suivre aussi sur le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nine? Ces tests-là, les tests automatisés, sont lancés dans quel environnement? Alors, ils sont lancés que alors, ça dépend justement de la squad, mais pour le moment, c'est des environnements de dev dédiés justement aux tests. C'est assez particulier à la TDF, ce sujet d'environnement, mais pour le moment, on le teste uniquement dans les environnements de test, dev, je veux dire. Mais ça ne veut pas dire vraiment dev à la TDF. Là, c'est ma casquette de l'EQA qui va parler. Je laisse l'ownership au squad de monter en maturité concernant leur contexte, leur criticité. Voilà, on définit ensemble la cible et après c'est à eux de choisir vers eux où ils veulent aller. Nous, on est là vraiment plutôt pour les aider à décider, donc redonner de la visibilité, les accompagner à monter en compétence sur des outils, des façons de faire ou à tacler des pain points, quoi. Et surtout pour rapprocher la partie business de la partie tech et que les business comprennent ce que la tech fait. C'est un peu ça l'idée. Une question pour vous avez parlé de 30 squads. Vous faites pas des tests de bout en bout, inter-squad, intégration? On a une organisation super particulière, c'est une Digital Factory. Comme elle l'a dit au début, c'est on reçoit un besoin, on développe un produit from scratch, de zéro, et on le livre pour qu'il intègre tout le SI Total Energy. Du coup... c'est ça ma question, en fait. Comment on l'intègre? On peut le tester? Du coup, on ne fait pas de tests end-to-end, on fait des tests end-to-end sur le produit, mais pas au niveau du système, parce qu'on n'intervient plus sur la partie une fois qu'il est déployé. On est vraiment sur la partie, on développe, et on transfère, on accompagne sur le transfert, et après il y a des équipes de run qui sont en charge. Voilà. Et l'idée c'est qu'ils puissent récupérer assez facilement aussi ces frameworks et naviguer tranquillement dessus, quoi. Merci. D'autres questions? Ah, encore une. Moi j'ai une question pour les tests des API. Est-ce que vous avez des tests des API sur le projet? Et si oui, est-ce que les fonctions pour tester les API, vous les ajoutez sur le page objects model ou sur un autre fichier? Alors, on a des tests API, oui. Pas sur toutes les squads encore. On est encore en train de les accompagner à mettre en place ça. Voilà, donc certains le font, d'autres non. Est-ce que ça rentre dans les page objects? Non. Absolument pas, non. On les gère plutôt comme des fonctions dédiées à la partie API. Donc on a des fonctions génériques un peu API testing, avec qui on a déjà travaillé avec des anciens collègues, et qui permettent en fait d'utiliser dans n'importe quel cas, sur n'importe quel type d'API, tu dis bah voilà c'est telle méthode, je mets telle donnée s'il y en a, et j'attends tel résultat. Mais c'est des fonctions génériques qui peuvent être utilisées par n'importe qui sur toutes les API. Et l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'on mette des reusable functions, des helpers qui vont leur permettre juste de mettre la donnée qui sont liées à leur produit et leur métier pour tester.